Reggaeton. Je voue une passion pour le riz haricot rouge. J'adore un riz haricot rouge extrêmement bien réussi, crémoso. Quand ils seront prêts, ils vont venir et puis même ce que t'incarnes, ça va permettre aux gens de créer un déclic. Et moi, je suis complètement là pour bouffer. C'est pour ça d'ailleurs, je crois que je suis aussi contente sur mes vidéos, c'est parce que je veux vraiment le manger. Il faut que j'expérimente de la joie et du plaisir. Ce qu'il faut, entre guillemets, c'est surtout faire le trompe-l'œil, quoi, le trompe-goût, le trompe-langue. En vrai, si vous êtes vegan et que vous mangez pas juste des frites ou des pâtes toute la semaine, voilà. Dans ce qu'on aime, en général, il y a souvent un aspect purement émotionnel qui nous raccroche à des souvenirs. Ou genre du Justin Bridou à 2h du matin. Ouais, je faisais ça. Ça touche mon cœur, hein, vraiment. Comment tu t'y prends pour créer ce contenu, choisir la bonne musique, avoir toujours la pêche, avoir des plans vidéo qui sont bien léchés, l'histoire que tu vas raconter, comment tu t'y prends pour créer tout aussi l'univers, le thème qu'il y a tout autour de ça? C'est très touchant parce que pour moi, la cuisine, c'est très émotionnel. Je suis Gérald Joseph Alexandre, digital nomade et grand passionné de tout. Fondateur de Temps Audio et de Platypus Agency, agence web spécialisée en e-commerce basée en Martinique, à Paris et en Colombie. Et un podcast qui me ressemble, 99% avis tranchés, dans lequel nous aborderons des sujets digitaux, e-commerce, de voyage ou de food. Au travers d'interviews, les invités de tous horizons échangeront autour de leur parcours, de leur histoire, partageront leur expérience, donneront leur avis tranché sur les sujets abordés. Se veut ouvert, inspirant, factuel, et souhaite donner l'envie à ceux qui l'écouteront eux aussi d'affirmer ce qui les fait vibrer. Ou pas. Et c'est parti pour ce nouvel épisode du format Tasty. Ce format est dédié aux passionnés de food et de voyage. Pour les gourmands qui aiment se faire un plaisir et découvrir des mets et saveurs d'ailleurs. Aujourd'hui, on sera vraiment focus sur la food. C'est un épisode un peu spécial, car pour me sentir moins seul, j'ai convié une amie d'enfance en tant que co-host. Alors, je vous le dis tout de suite, elle est tout aussi gourmande que moi et bouffe des pâtisseries tout le temps. Mais pourtant, elle reste fit. Swanny, bonsoir. Bonsoir Gégé. Alors aujourd'hui, on ne va pas voyager dans un pays en particulier, mais on va tenter de vous mettre l'eau à la bouche. Notre invité du jour réinvente la cuisine, la sublime, la rend joyeuse, vivante, dansante. Tout cela grâce à des recettes de folie et de la joie de vivre communicatrice. Nous avons le plaisir de recevoir Charlotte, a.k.a. mangeuse d'herbes sur les réseaux, artiste culinaire multifacette. Bonsoir Charlotte. Bonsoir, merci de me recevoir. Charlotte, dis-moi, comment vas-tu ce soir? Comment te sens-tu? Très, très apaisée. Très bien. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Très bien, super. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens? Oui, alors je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans. Je suis la créatrice du compte Instagram Mangeuse d'Herbes. C'est un compte food dédié à la végétalisation de plats. Donc ça peut être des plats pays parce que je suis d'origine antillaise, guadeloupéenne, mais ça peut aussi être une plateforme d'échange et de persuasion pour passer vegan. Et voilà, je traite de divers thèmes comme l'afro-véganisme, mais aussi l'animalisme. Et à côté, je fais aussi des conférences justement sur tous ces concepts d'animalité et de droits des animaux. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux me dire à quel moment de ta vie tu as commencé à apprécier la cuisine ? Je pense que j'ai toujours été une grande gourmande, donc pour le coup, je dirais depuis le berceau. Alors bon, là c'est vrai que c'est pas très marrant, mais je suis née avec une grosse maladie qui hélas me sévère. Est-ce qu'avant d'être végane, tu aimais déjà c'est vrai que je suis née les très, aliments, très mince, on va dire, verts, très maigre. ou tu as appris à les aimer maman, pour elle me certains? disait toujours quand t'arrêtais pas de pleurer parce que t'avais H24 faim et pourtant tu mangeais comme pas possible. Du coup, elle me blindait de maïzena, le biberon, quoi, et ça passait. Et là, j'étais un enfant
parfaitement reposée, je ne pleurais jamais, j'étais voilà, trop bien. Moi, ma réponse du bonheur, c'est la nourriture, tout simplement. Si je mange, je suis contente. Voilà, tout simple. Bonne réponse. Vraiment, mon secret du bonheur est pas très compliqué. Donc voilà. Et ensuite, c'est vrai que cuisiner, en tout cas cuisiner par moi-même, j'ai adoré observer, notamment ma maman, ma grand-mère cuisiner. Même si j'avais pas trop le droit, j'avais pas trop accès. De faire à manger? Ouais. C'est plutôt, on fait les tâches ingrates, mais après le reste... on va découper les légumes en petits morceaux et compagnie, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Puis bon, on explique un peu à moitié, on sait pas pourquoi, on dirait qu'il y a genre un secret, que toi-même tu vas avoir accès, tu ne sais pas quand. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là dans la culture antillaise où on n'apprend pas réellement, en fait, aux enfants à la globalité de la recette, en fait. Ils ont un petit bout du truc, quoi. Ouais, tout à fait. J'apprécie. Et ça, c'est quelque chose ma vie avec lequel je me suis beaucoup reconnectée quand je suis passée au véganisme. Parce que c'est vrai que j'avais cette facilité, appareil photo, maman, tous les dimanches, j'avais mangé. Et avoir un peu ce côté, sa cuisine antillaise, donc douce, quoi. J'avais pas trop besoin de cuisiner. En plus, je disais, tu congèles, comme ça, je ramène chez moi. Voilà, vraiment facilité. Voilà, du coup, c'est vrai que à un moment, je cuisinais pas du tout, enfin, pas énormément, quoi. Je cuisinais parce que j'aimais bien recevoir, mais j'étais pas dans une recherche active comme aujourd'hui, d'ingrédients, d'équilibre, des saveurs, etc. Et ensuite, quand je suis passée végane, entre-temps, maman est décédée. Et là, pour le coup, je voulais retrouver ce lien et surtout ces saveurs du dimanche, mais au quotidien, tout simplement. Et là, je me suis rendu compte, ah ouais, mince, en fait, parce que pour le coup, en gros, elle m'a pas transmis, c'est clairement ce que je me suis dit, elle m'a pas transmis, j'ai pas les recettes, etc. Et au fur et à mesure, en plus, comme ça partait d'une démarche en végétalisant le mets, automatiquement, je devais vraiment m'intéresser à qu'est-ce qui faisait quoi dans le plat, quoi. Parce que très souvent, quand on a une nourriture omnivore, on sait même pas pourquoi est-ce qu'il faut rajouter des œufs. Est-ce que c'est un lion? Est-ce que c'est... Enfin, c'est après qu'en fait, on se dit, ah, là, dans cette recette, l'œuf fait office de lion. Dans l'autre, il apporte du gras. Voilà, donc ça m'a vraiment permis de décortiquer un peu ce qui se passait. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que, au contraire, il nous transmettait une forme plus subtile, moins scolaire, qui en fait permettait de rester en fait dans le temps. Moi, je me souviens, ma maman me disait toujours, là tu remues la casserole parce que il y a la viande on la remue pas avec une cuillère. Tu remues la casserole comme ça en faisant de grands gestes. Tu prends la casserole et puis tu la secoues comme ça avec les deux bras. C'est ça, parce que et en même temps c'était super logique parce que sinon tout se déchiquete, quoi, vu que c'est quand même mijoté, quoi. Donc en fait il y a du sens derrière tout ça. Et puis cette manière de doser aussi, c'est quelque chose auquel en fait je me suis vraiment plongée dans mes souvenirs. Je me disais, oui, d'accord, pourquoi est-ce qu'elle met ça comme ça? Et à force, en fait, j'ai commencé à comprendre cette transmission qui en fait demandait un peu de le mériter et une forme d'intelligence émotionnelle aussi. Il y a vraiment quelque chose dans cette cuisine qui me fascine toujours autant. Même avec ma famille, quand je vais aux Antilles, on parle beaucoup cuisine parce que déjà ça permet de faire énormément de liens. Je pense que j'ai jamais eu autant de liens avec eux que depuis que je suis dans cette entreprise de recherche d'ingrédients, de petites pépites, etc. Donc du coup ça permet de faire des liens transgénérationnels et en même temps c'est vrai que j'ai vraiment compris que si on voulait vraiment savoir, fallait un peu aller à la pêche. On allait peut-être être refoulé une fois, deux fois, mais fallait y aller, quoi. Et c'est parce que c'est ça ça se mérite, quoi. Et ça passe beaucoup par l'observation, par l'expérience. Et à travers mes recherches, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de comprendre que c'était aussi une façon de penser très africaine. Et puis la sauvegarde aussi du goût, se rappeler précisément du goût qu'on recherche, en fait. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'à travers mes recherches, que ce soit pan-africaine ou à travers toute cette survivance aux Antilles de la culture africaine,
si on peut appeler ça comme ça, du moins. C'était vraiment cette importance de l'expérience, quoi. Hein, de vraiment de l'instant T. Il y a un côté plus que méditatif, il y a vraiment un côté où l'expérience, elle compte plus que tout. Donc du coup, tu peux pas savoir tant que t'as pas goûté, tant que t'as pas réessayé encore et encore et encore. Bien sûr. Quoi. Et justement, quel était le premier plat que tu as fait, que tu as réessayé quand tu étais encore enfant? Moi, c'est le riz haricot rouge. Ouais. Je voue une passion pour le riz haricot rouge. Elle a dit une passion, attention. Ouais. Ah oui, moi, je suis extrêmement exigeante en riz haricot rouge. Et d'ailleurs... Moi, j'ai envie de goûter maintenant. Là, c'est mort. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois peut me déclencher même des excès de colère. Hein. C'est-à-dire quand je vais aux Antilles, je remarque qu'il y a quand même pas mal de plats qui, entre guillemets, se perdent un peu au profit justement de cette viande exacerbée, poisson en sauce non-stop. Du coup, justement, tous ces accompagnements qu'on considère comme des accompagnements, mais moi qui sont vraiment un véritable plat pour moi, sont secs, C'est pas crémeux pour les haricots rouges, ouais. Exactement, parce qu'on se dit, de toute façon, la sauce va couvrir tout ça. En effet, d'accord, avec la sauce, bien sûr que ça passe. Mais moi, j'adore un riz haricot rouge extrêmement bien réussi, crémoso, et en même temps, ce côté légèrement fond de casserole, quoi, fond de cocotte. Le petit brûlé, ouais, mais léger. Ouais. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que vraiment, je me suis débattue avec lui, quoi. Parce que clairement, au début, je réussissais un peu, mais je faisais à peu près les mêmes quantités. Franchement, quand on est seul, impossible de faire ces quantités pour consommer. Voilà, donc vraiment tout réadapter, réfléchir à l'eau. Ce que me disait ma maman, elle me disait... là, tu vois la couleur, là, c'est le bon moment. Là, c'est le bon moment. Je dis, mais c'est la même couleur que juste avant. Si, mais tu vois pas la texture. Et puis, elle faisait ce geste de Pac-Man avec sa main. Et je me disais, non, je comprends pas. Et toutes ces bases m'ont permis de maîtriser ce riz haricot rouge dont je suis tellement, tellement fière. Bon, on prendra un rendez-vous du coup pour goûter ce riz haricot rouge parce que là, moi, j'ai qu'une envie, là, même si c'est le soir, de déguster ça, quoi. Ah, là, canon. Et donc, du coup, le premier plat que tu as cuisiné, c'était celui-là, le riz haricot rouge. Ouais. C'était à quel âge? Je devais avoir... là, j'ai 31. Du coup, je devais avoir 27 ans. Ok. Donc, tu as commencé à cuisiner à 20 ans? Non, je connais... oui, bien avant. Avant, je cuisinais, mais vraiment pas en mode sérieux comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends des notes. Je faisais pas du tout ça, quoi, avant. tu as créé ton propre carnet de recettes comme ça, avec tes notes et tout, que tu as ajusté, les différentes recettes et tout? Ouais, j'ai un carnet taché. Sale, voilà. Authentique. Authentique, écrit vraiment avec une écriture de médecin. Et je me suis fait un petit plaisir, je me suis offert une boîte en bois super jolie que je range dans ma cuisine avec des fiches, ça s'appelle Foglietto la marque. Okay. Et j'aime trop ce qu'ils font, ils font des fiches et ils ont une qualité de papier parce que j'adore ça aussi, la papeterie. Et c'est super agréable, du coup j'essaie un peu de rendre honneur à mes recettes en les écrivant, et puis dès que j'ai besoin de quelque chose, ça me rappelle aussi un peu la maison, quoi, d'aller fouiller dans les trucs. J'ai aussi le carnet de ma maman super, ça. avec du madras dessus qui tient avec une sorte de serre lacée. Je sais pas ce que c'est exactement cet objet, mais ouais, voilà. Bon, c'est très carnet dedans, mais je l'aime bien. Donc la marque, c'est Foglietto, c'est ça? Oui, c'est Foglietto, et en fait, ils font des petites boîtes comme ça, et je trouve que c'est pas mal le format. Ça doit faire 5 cm sur 10, et vraiment des petites fiches, et donc je trouve que c'est sympa pour retrouver une recette sans avoir à fouiller dans le carnet vraiment sale. On mettra le lien dans la description du podcast si vous voulez. Ok. J'avais une question, Charlotte, du coup. Lorsque tu cuisines, est-ce que tu tiens à conserver justement ce côté antillais via les différentes épices qu'il existe aujourd'hui aux Antilles et qu'on retrouve facilement, bien sûr, en France?
Donc du coup, tu les intègres directement dans tes plats. Tu tiens vraiment par rapport à tous les posts que tu peux diffuser, par exemple, sur les réseaux sociaux. On constate qu'ils reviennent fréquemment et tu tiens vraiment à l'inclure dans tes recettes. En fait, c'est la base de tout, quoi, j'ai envie de dire. Du coup, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir mon papa qui revient assez souvent et qui me chope des piments, par exemple végé, qui piquent à mort en mode oui, celui-là, ça veut dire qu'il est inoffensif. Ah, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ma main s'en souvient. Du coup, voilà, et du jardin de ma tati, ou alors, moi, j'ai vraiment une passion bois d'Inde. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ah, le bois d'Inde, oh là 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 là. C'est le truc, je pense que... Waouh, vraiment, je suis émue rien que d'y penser au bois d'Inde. Parce que c'est... Enfin, je me souviens encore quand mon oncle m'a montré toutes les diversités des bois d'Inde, des notes. Waouh, quand on écrase ça dans la main. Waouh. Genre un goût d'anis, un goût de... Oh mon Dieu, franchement, ce truc, c'est genre de l'or. Et donc, je sais que, étant en hexagone, c'est pas toujours facile de s'en procurer. Tout à fait. Voilà, mais je tiens quand même à garder cette exigence. Voilà, je dis toujours, oui, bien sûr, vous pouvez mettre une feuille de laurier à la place. Non. Ridicule. Mais bon, oui, vous pouvez, si vraiment... Vous n'avez pas du tout. Mais à côté, oui, c'est une blague, quoi. Vraiment, la diffusion, la dernière fois, justement, j'en ai pris du frais parce que mon père est revenu des Antilles et ça n'avait pas encore eu le temps de sécher totalement. J'en ai mis 2 dans un haricot rouge énorme, donc je me suis dit 2. Ah là là, les saveurs, mais c'était beaucoup trop, mais c'était tellement bon. Mais voilà, juste une grosse feuille, ça aurait suffi amplement pour une marmite pleine, quoi, du coup. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour le coup, effectivement, le bois d'Inde, c'est la feuille d'un arbre qui pousse chez nous. Moi, j'en ai chez moi à Martinique. Là, je me suis levé, j'en ai pris dans ma cuisine, que je suis à Paris en ce moment. Je vais la craquer pour vous. Oh. Vous allez entendre ça. Vous n'aurez pas l'odeur. Nous, on a l'odeur. Et je vais donner la feuille à Charlotte. C'est une feuille sèche, bien précisé, déshydratée. Et pour rebondir sur... Elle adore. Ça touche mon cœur, vraiment. Bon, voilà. Petit cadeau de fin d'année à lui offrir. Un petit coffret de feuilles de bois d'Inde, Gérald. Exactement. Et pour rebondir sur la feuille de bois d'Inde, est-ce que vous saviez qu'il existait une huile au bois d'Inde qui permettait de bien hydrater, par exemple, la peau, les cheveux, etc. Et qui est très, très, très hydratant. Moi, j'utilise l'huile essentielle de bois d'Inde qui est hyper bien pour justement tout ce qui est décongestionnant, pulmonaire et aussi articulaire. Donc, c'est trop bien. Et j'ai découvert ça, je crois, il y a 2 ans aux Antilles, pareil. Et c'est vraiment hyper efficace. Et puis l'odeur, ça shoot, quoi. Canon. Moi, j'ai déjà envie... Du coup, si on prend le bois d'Inde, on prend haricot rouge, est-ce que tu peux nous décrire avec précision ce que tu ressens quand tu vas déguster ce plat, justement? Les émotions qui t'habitent. Alors, je dirais que d'abord, je suis fan du haricot rouge, mais je peux pas me passer de ma sauce que je mets dessus. C'est une sorte de sauce chien, mais avec plus d'oignons. Alors, est-ce que tu peux du coup expliquer ce que c'est la sauce chien, pour ceux qui ne savent pas, s'il te plaît? Ah oui, surtout. Alors, la sauce chien, appelée sauce chien à cause du couteau chien, il n'y a aucun rapport avec les animaux. On les laisse tranquilles pour de vrai, pour une fois, dans cette histoire culinaire. Et en fait, ça va être, par exemple, des cives, du piment frais, végétarien, du pimentier, donc qui arrache, avec aussi du persil. Voilà. Du persil, qu'est-ce qu'on met dedans? On peut mettre, parfois on peut mettre un petit peu de thym. Le thym, ouais. Et tout ça réduit en petits morceaux, un petit peu d'huile et de l'eau chaude pour justement faire diffuser très fort ces saveurs d'un coup. Ça demande encore une petite marinade quand même, parce que je vois toujours mes tantes s'y prendre à la dernière minute. Elle-même, elle me regarde en mode... je n'ai pas respecté. Ouais, on est à la rage. Mais bon, voilà, quoi. C'est vrai que c'est une sauce
vraiment hyper agréable. Et moi, j'aime bien la mixer avec plus d'oignons pour faire quelque chose d'un peu plus, un peu moins séparé, je dirais. Mais pas trop mixé, quoi. Vraiment. Ok. Donc, je trouve que l'oignon, il apporte un peu de texture à tout ce petit monde un peu trop vert, je trouve. Et ça permet d'en faire plus, quoi. Parce que, voilà. Parce qu'on en a jamais assez. Voilà, on n'en a jamais assez. Donc voilà, je me pose, j'ai mon riz haricots rouges et je vais choper ma sauce et je vais en mettre absolument partout. Et là, qu'est-ce que je ressens? Déjà, le goût de ce riz, parce que moi, je la cuisine. Alors, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre la Martinique et la Guadeloupe, mais je sais que souvent en Martinique, on sépare. Enfin, j'ai plusieurs de mes amis qui m'ont dit ça, les haricots rouges du riz. Pour la cuisson ou pour la présentation? Ouais, pendant la cuisson. Pendant la cuisson, genre, ouais. c'est à part, quoi. Ouais. Alors que moi, par exemple, j'ai grandi dans c'est mélangé. D'où Ouais. la maîtrise de ce truc un peu en mode risotto, si on peut appeler ça Un peu ça. comme à Haïti, finalement. Donc, ouais, enfin, voilà, avec le riz Jaune. jaune. Voilà. Merci. Et voilà. Et donc, moi, j'ai complètement grandi dans justement ce Ok. riz qui n'est pas collant, qui n'est pas sec, qui est une sorte de risotto. Moi, la première fois que j'ai fait un risotto, j'ai fait c'est quoi cette blague, quoi, parce que c'est pas très chaud, quoi. À côté d'une marmite énorme qui crame, où il faut être énergique, faut être là, réactif, comprendre ce qui se passe. Bon, un bouillon. Voilà quoi, le truc doit pas être pâteux, enfin voilà, la légumineuse doit tenir la route, et en même temps elle doit diffuser son goût et en même temps voilà colorer le riz, mais pas être pâteuse. Voilà. Donc, toujours un peu L'équilibre. à la limite quoi. Donc du coup moi voilà, déjà quand je le regarde, je me dis oh là là ce riz qui a le goût d'haricots rouges quoi. Déjà je sens haricots rouges. Ah là là, ça c'est une satisfaction incroyable. Je me dis ouais, c'est grandiose. Ensuite je le mange, voilà, je le prends dans ma petite fourchette, je le mange. Et là, déjà, c'est la nostalgie, c'est aussi le réconfort ultime, c'est aussi pour moi la subtilité des saveurs. Je trouve que c'est vraiment un plat délicieux qui peut paraître hyper simple comme ça. Mais ouais, il me connecte à plein de choses, au dombré, à plein d'autres plats, plein d'autres textures, juste par sa manière d'être fait, pensé, assaisonné. Et ouais, le réconfort, la maternité, je pense aussi. La convivialité. C'est vrai que dans ce qu'on aime en général, il y a souvent un aspect purement émotionnel qui nous raccroche à des souvenirs en fait. Et c'est pas explicable en soi pour le coup, mais ça fait une grande part en fait de l'appréciation qu'on aura par rapport à ce qu'on est en train de manger ou de boire pour le coup. Oui, tout à fait, tout à fait. Une autre question du coup, est-ce que comment t'es venu finalement le nom mangeuse d'herbe pour le coup? À quel moment tu as fait ce switch vers le véganisme? Et qui est mangeuse d'herbe? Quelle est son histoire? Ses valeurs aussi? Alors, j'ai créé mangeuse d'herbe il y a 2 ans. 2 ans bientôt. Ça a été... ça faisait déjà 5 ans, 6 ans que j'étais végane. Non, attendez, pardon, je suis en train de me planter. Là, ça fait 6 ans que je suis végane. Donc, ça faisait déjà quelques années, 3-4 ans, que j'étais dans mon coin en train de rager toute seule parce que quand on passe végane et qu'on a ce réveil végane, bien sûr, on va avoir... parce qu'on est allé à la pêche aux informations, parce qu'on a un peu ouvert d'autres portes, on va dire, empathiques, et du coup, on est un peu à vif, quoi, en mode toutes les informations qu'on peut lire, c'est quand même très violent. On voit ce que font notre entourage, ça fait juste rager, quoi. Du coup, on est un peu la végane en colère, qu'on pourrait aussi comparer à un réveil antiraciste. Où là, les dîners avec des personnes blanches, parfois c'est un peu plus compliqué. Après, on s'apaise avec le temps, ne vous inquiétez pas. Voilà, on apprend aussi à fixer nos propres limites et à pas tout encaisser. Voilà, comme aussi un réveil féministe, où là, féministe, où là, ça peut aussi être un peu compliqué la présence des hommes cis. Mais tout ça s'apaise. Mais là, voilà, bien sûr, c'était le début. J'étais un peu agacée.
Et c'est vrai que je mettais beaucoup de charges sur mon entourage. Où voilà, c'était devenu des débats tout le temps, même si j'étais plutôt relax avec eux quand même. J'avais que eux pour parler de ça. Du coup, voilà. J'étais vraiment focus sur ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça fait quand même un peu beaucoup. Et puis j'ai l'impression que j'ai fait le tour un peu du sujet. Du coup, j'avais un peu cerné leurs problèmes et leurs limitations pour passer vegan. Et c'était notamment le manque d'informations, de recettes, avec des goûts qui leur correspondaient. Je leur avais... Parce que j'impose un Noël vegan à ma famille entière. C'est cool, ça. Voilà. Du coup, ils choisissent leur jour. Franchement, ils sont vraiment très cool. Ah, mais c'est un autre Noël, c'est un deuxième en fait, c'est ça? En fait, moi, je leur dis choisissez votre jour. Ouais. Voilà, soit c'est le 24, soit c'est le 25. Voilà, vous choisissez votre jour de mort ou votre jour de vie. Voilà, parce que je pense qu'en vrai, les omnivores qui vont dire quoi, un Noël? Mais comment ça? En fait, les gens. Cochon. Oui, il y a pas de cochon. En vrai, vous mangez ça pendant au moins un mois non-stop. En fait, hein. On vous connaît. Moi-même, je l'ai été omnivore, donc je sais très bien que les tartines de saumon, c'est pas juste le 24, le 25, ça y va et bam jusqu'au 30 et encore. Voilà, donc du coup, un jour dans l'année, on n'est pas sur un jour dans l'année. Faisons donc un jour dans l'année vegan. Et surtout, pour moi, ça a du sens parce que c'est, n'étant pas croyante, mais quand même en respectant les croyances de ma famille et aussi les traditions aussi. Donc, le fait aussi de se retrouver, pour moi, c'est aussi important. De partager un repas, ça n'a pas changé pour moi, le sens de cet acte, il n'a pas changé. Bien sûr, les partages aussi. Voilà, et je pense que encore plus sous cet angle, je pense être dans une optique de paix et non de massacre sur la table. Ça peut être aussi intéressant à découvrir et aussi de montrer qu'on peut vivre autrement, etc. Donc, ma famille m'accorde un jour, où ils choisissent. C'est l'heure du choix, comme je leur dis. Et je peux faire un petit peu ma vie, quoi. Et puis un jour, je leur ai imposé un Noël vegan, mon tout premier, et j'ai complètement foiré. C'était vraiment terrible. Et puis on connaît la tolérance antillaise pour un repas. Ah, quand ils ont faim là, c'est chaud. Raté, vraiment, je m'en mordais les doigts. Oh là là, je sais pas où mettre. Mais notamment parce que j'avais fait des recettes. Je sais pas pourquoi mon père parfois aime bien provoquer. Je sais pas si c'est de la provocation, mais il va me dire fais-nous un truc bien français, je sais pas, pour changer. Alors qu'en vrai, ils veulent toujours manger la même chose. Hein. Ils veulent le boudin, le truc, tout. En fait, en vrai, ils ne veulent jamais changer. Le changement. Le changement, voilà. Mais encore pire, culinaire. En mode le goût à la française. Bon. Donc moi, je me dis, j'ai trouvé des recettes véganes. Voilà, c'était mon premier Noël et tout. Vegan que je proposais. Et du coup, j'avais fait une sorte de faux rôti et tout, mais version, c'était une personne blanche qui l'avait faite. Et en fait, les goûts, c'était pas mauvais, mais c'était pas du tout nos goûts, quoi. C'est genre un truc en mode trop de goût, mais pas le bon. Enfin, c'était pas très équilibré. C'était hyper mastoc, fat. Voilà, quoi. Donc, bref, ils ont été quand même gentils. En mode, il me dit, là, on sent des choses, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est de nouvelles saveurs, hein. Voilà, ouais, grave. Vraiment, j'étais, oh mon Dieu, je ne sais pas où me mettre. Et du coup, ça m'a vraiment fait un tilt, on va dire. Je me suis dit, en fait, je comprends parce qu'en fait, moi, je suis végane par conviction et pour les animaux. Du coup, quand je teste une recette et que c'est nul, c'est pas grave, je me dis que je vais recommencer, quoi. Mais il y a des personnes qui sont là dans, se dire, je vais essayer, et puis ils vont juste s'arrêter à là, quoi. Du coup, je me suis dit, je vais travailler ces recettes-là pour qu'il y ait tout, absolument tout, à disposition. Comme ça, pas d'excuses. Et je vais les tester sur ma famille. Ensuite, je vais les mettre sur un blog, non pas pour, qu'on me voit ou pour me définir par ça, mais comme ça ils pourront pas me dire qu'il y a pas, voilà, je leur donnerai le lien. Et aussi, comme je commençais un peu à fatiguer au niveau de la charge mentale militante,
et en étant une femme en plus en cuisine, ça me permettait un peu de décharger un peu ce truc, même quand je rencontrais des gens en soirée. Avant, ça partait très vite en interrogatoire ou en oui, mais qu'est-ce que tu me dirais là, qu'est-ce que je pourrais faire, ah, non mais j'aime pas les pois chiches. Alors, j'étais en mode, oh mon Dieu, et tu sais, je me mettais une pression folle en mode, mais si j'arrive pas à lui trouver un plat qui pourrait lui donner envie, et ben en gros peut-être qu'il va remanger les animaux, il va continuer à manger les animaux que je lui donne la bonne réponse ou pas. Et du coup ça me permettait de dire voilà, tout est fait, c'est là, et donc à toi d'aller regarder, de décharger la responsabilité que je me mettais sur les épaules ou que cette personne me redonnait. Vas-y, prouve-moi, non. Et donc ça me permettait de me délester un peu de ça et donc d'alléger ma charge, quoi. On t'a créé un support en fait pour donner l'opportunité finalement à ceux qui disaient on ne peut pas trouver telle ou telle saveur, d'avoir des recettes déjà construites et qui vont vraiment prendre en compte tout ça, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que ça m'a permis de me dire voilà, comme ça appelle l'excuse, et à la fois ça m'a aussi beaucoup apaisé mes relations avec mon entourage, parce que ça a permis de créer déjà d'alléger juste ce besoin pour moi d'exprimer passer vegan. Et aussi j'ai rencontré des gens, notamment sur internet, qui étaient à la recherche, qui étaient volontaires. Et donc là on n'est plus dans la contrainte, il y a des gens qui viennent qui cherchent des réponses, qui cherchent à être accompagnés ou juste de la ressource, quoi. Et donc ça m'a fait plaisir de voir des gens de la communauté qui étaient volontaires. Du coup, j'avais plus besoin de les forcer. Du coup, j'avais plus besoin de forcer ma famille, puisque j'avais déjà assez à faire avec toutes ces personnes que je découvrais, quoi. Donc voilà, ça m'a permis aussi de faire une expérience de maturité aussi, que je n'avais jamais, je pense, rencontré encore dans ma vie, où en fait, faut pas forcer. Faut faire son taf de son côté. Les gens, quand ils seront prêts, ils vont venir. Et puis même ce que t'incarnes, ça va permettre aux gens de créer un déclic. Voilà, ça sert à rien de. C'est important. Vas-y. T'avais une question, Samy ? Oui, non. En fait, c'est super intéressant ce que tu expliques, parce que par exemple, je ne suis pas végane, mais j'impose au sein de mon foyer à ce qu'il y ait 3 jours sans viande. Et ce déclic, il a été fait à partir du moment où j'ai rencontré une ostéo qui m'a expliqué, parce qu'en fait je n'ai pas été élevée ainsi, on a été élevés aux Antilles bien sûr, et en France peut-être, à manger de la viande matin, midi et soir, des œufs au petit déjeuner, le midi de la viande et le soir peut-être du poisson et autres. Et en fait cette nutritionniste m'a tout simplement expliqué que si tu manges des œufs le matin, tu n'as pas besoin le reste de la journée de manger de la protéine. Et donc de ce fait j'ai changé mon mode de vie, pas parce que je suis végane, je le précise, mais parce que j'avais envie, suite à cette consultation, mais surtout, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, quand on n'est pas végane, on ne sait pas comment cuisiner juste ses légumes, ses légumes et ses féculents, et j'en passe. Et le simple fait que tu mettes à disposition, et de façon tellement simple, et de tellement joyeuse, on va en parler tout à l'heure, qu'on a envie de s'y prêter. On a envie de se dire, ah tiens, regarde, elle le fait de façon tellement simple, tellement beau, parce que tu fais de beaux plats, tu le présentes extrêmement bien, qu'on a envie de s'y lancer. Et on n'a pas cette contrainte qui est, allez, venez, soyez végane, végane c'est bien, voilà. Tu invites la personne qui consulte ton compte, qui soit abonné ou pas, à s'y intéresser, à se dire, ah tiens, voilà, c'est beau ce que je fais, c'est bon ce que je fais, et c'est savoureux, et c'est ce qui est intéressant, et que c'est génial ce que tu fais justement. Merci. C'est une sorte de communication, et tu transmets des messages, des valeurs, et c'est génial. Merci beaucoup. Et c'est génial. Moi, j'adore. Je suis fan. Je suis fan. Fan aussi. Franchement, c'est source d'inspiration, parce que au-delà du fait que tu aies vraiment du contenu. Le soir, maman que je suis, je consulte bien sûr Instagram, et quand je tombe sur ton compte, je me dis, attends, je vais faire ça ce soir. Mais du coup, j'ai pas tel ingrédient, mais c'est pas grave, parce qu'elle a montré qu'on peut mettre telle chose, et du coup, je les ai en stock, et je le fais. Et le résultat est que c'est bon. Merci. Et sans viande. Donc, super Charlotte pour tout ça.
Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que quand j'ai commencé mon aventure végane, j'ai aussi participé à des actions militantes et c'est vrai que pour moi c'était un peu bizarre quoi parce que c'était un peu bizarre. Déjà c'était pas très joyeux, c'est sûr. On allait devant des industries, des lobbies de la viande, etc. avec des pancartes. Oulala. C'était vraiment très très gênant pour moi parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et puis ensuite des blocages d'abattoirs. Des prises d'animaux, c'est-à-dire pour les emmener dans des sanctuaires, etc. C'était vraiment pas drôle, quoi. Et bien sûr que c'est pas drôle parce on est dans une violence, dans un niveau de souffrance aussi. Aussi, aller dans un sanctuaire, ça fait partie de mes projets. Justement de familiariser les gens et les familles, peu importe ceux qui sont motivés à aller dans des sanctuaires pour rencontrer notamment ces animaux qui ne sont pas ce qu'on appelle les animaux de la ferme, hein. C'est la vraie ferme, on va dire. Et le truc, c'est que ça demande une aventure nouvelle, notamment liée avec l'humilité, parce que ces animaux, ils sont hyper traumatisés, ils ont peur de l'homme, ils peuvent être agressifs, et parfois et très souvent, très malades et handicapés, des membres en moins, etc. Du coup, c'est quand même super violent quand on arrive dans un univers comme ça, qui est le réel, le monde du réel. Et j'avais envie de... Et pour moi, je comprends et je suis extrêmement admirative des personnes qui agissent et qui militent sur le terrain non-stop. Mais moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment très compliqué au niveau de la santé mentale d'agir non-stop à ce niveau-là, surtout quand on traite toutes les autres problématiques de racisme, etc. Et puis... Voilà, les moyens, enfin, la vie, quoi, tout simplement. Ça peut être... Surtout quand il n'y a pas beaucoup de résultats, ou très peu de résultats par rapport à ces actions. Donc, c'est encore plus frustrant et la santé mentale en prend... Ce qui est cool avec les actions d'abattoir ou de prise, parfois, la réaction, elle peut être immédiate parce que parfois, il y a des vies qui sont sauvées, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, même pas. Mais c'est vrai que les manifestations, ou genre même faire des cubes, je sais pas si vous savez ce que c'est. Non. C'est, vous voyez, les masques Anonymous, il y a Animal Voiceless qui fait ça, ou c'est le masque de V pour Vendetta, je sais pas si vous connaissez ce film, voilà. Donc on porte ce masque-là et on tient des ordinateurs qui montrent la réalité de l'élevage, quoi. Et on essaie un peu d'alpaguer les gens en leur disant bonjour, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous saviez que ça se produisait, et essayer de les accompagner, leur donner des fiches, etc. Et c'est clair que c'est pas du tout marrant, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Pour moi, vraiment, le militantisme de terrain, il est encore très important. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est clair que c'est pas très sexy, ça donne juste pas envie. Parce que toi, t'es dans ta vie, là, faut se projeter chez des personnes qui consomment encore, je sais pas, Zara et Co, qui vont acheter de la viande, qui pensent que genre si c'est le boucher, c'est ok, ou voilà, des choses comme ça. Du coup, imaginons le niveau de contrainte, ou même des personnes, je sais pas, qui ont une famille, etc. Quand on se dit, ah ouais, mais c'est genre super déprimant, quoi. Je me suis dit, mais il faut aussi montrer l'autre côté de... Tu peux avoir des valeurs, tu peux avoir des combats, mais puis ta vie, elle est joyeuse, tu t'éclates... tu te coiffes, voilà, enfin plein de choses comme ça où on est un peu loin du mythe du vegan tout pâle, un peu maigre, qui va se casser dans 3, 2, 1. C'est vrai, t'as perdu une patte. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Et donc du coup pour moi c'était vraiment la joie militante. C'est comme quand quand je tape, quand je suis un peu déprimée, je tape Black Joy sur Insta. La joie militante, c'est hyper powerful, quoi. Et ça permet aux gens, en fait, de montrer un autre aspect, d'incarner au mieux ses valeurs, je pense. Et c'est clair que quand on a le nez dedans comme ça tout le temps, ou même moi quand au début de mon véganisme, on me voyait tout le temps vénère et tout, etc. Je dis pas que c'est pour moi toute la colère, elle est légitime, quoi. Mais c'est vrai que rendre les choses sexy, les redorer,
ça permet de les rendre plus accessibles et de se dire, ouais, j'avoue que c'est pas mal, en fin de compte. Tu peux te maquiller, te faire des routines pas possibles, voilà, etc. Et être végane, quoi. Et finalement, tu touches peut-être encore plus de monde comme ça, en fait. En réalité. Tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai la chance de participer au changement de beaucoup de personnes, et ça, j'en suis extrêmement fière. Et je pense que donc, je touche énormément de personnes, et en plus, j'essaie de vraiment sensibiliser les gens en même temps. En mode, on fait un peu de trucs marrants, et après, sérieux, marrant. Voilà, je trouve que c'est cool, mais et pour les personnes qui leur compte est dédié à genre des trucs ultra sérieux, je pense que c'est aussi nécessaire. On peut pas tout faire, quoi. Moi, il y a des fois, justement, j'ai même plus la force de faire des trucs trop sérieux parce que voilà, j'ai cette chance de pouvoir jongler dans mon identité, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment naturel, et donc j'avais envie de partager ce don un peu de la joie. Mais voilà, pour moi, les deux sont très importants. C'est le côté solaire que tu as. Et du coup, c'est tout ça, ce sont les valeurs maintenant de Mangeuse d'herbe. Ouais. Ce côté joie de vivre, donner du bonheur aussi aux gens, rendre accessibles les choses, en fait. Ouais, c'est ça, rendre accessible, travailler sur justement cette image d'élitisme où genre les produits sont trop chers, etc. Moi, vraiment, mes recettes, je fais toujours très attention. De toute façon, c'est ce que je mange, donc je fais attention à ce que ce soit pas trop cher, trop dur à se procurer, dans la mesure du possible. Oui, je pense c'est vraiment rendre accessible, le dédramatiser complètement, quoi, le truc. Ok. Alors là, on va parler un peu contenu. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, allez voir ces vidéos. Moi, ça m'éclate dès que je vois une vidéo. Je mets repeat. Ouais. Et le volume à fond. Ouais, volume à fond, parce qu'il y a de la bonne musique. Ouais. Et justement, comment tu t'y prends pour créer ce contenu, pour choisir la bonne musique, avoir toujours la pêche, avoir des plans vidéo qui sont bien léchés, l'histoire que tu vas raconter. Comment tu t'y prends pour créer tout aussi l'univers, le thème qu'il y a tout autour de ça? Je galère. Monsieur, merci beaucoup. Non, je galère parce qu'en fait, je me suis donné comme rythme une vidéo par semaine le vendredi. C'est It's Friday. J'aimais trop ce mec-là qui avait une pôle, une pôle une barre de pôle dans son salon. Moi aussi, j'en ai une. Et Okay. j'aime trop méditer en mode It's Friday. Et ça me mettait tellement, mais genre en joie, ma pote et tout, on se l'envoyait et on refaisait des petits pas, etc. Et donc tous les vendredis, je me suis dit, ouais, voilà, une vidéo, etc. Donc bon, quand je suis HS ou que j'ai trop de boulot, je le fais pas, mais j'essaie quand même d'être régulière. Mais du coup, il y a des fois, j'ai pas l'énergie. Et c'est pour ça que je le fais pas, parce que j'aime vraiment que ce soit une énergie que je me réveille avec, quoi. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment que les étoiles soient alignées. Souvent, ce que je fais quand je suis vraiment naze ou genre dans mon canapé, je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui ? J'écoute plein de sons. Et quand j'en ai un qui commence à me faire dandiner, voilà, moi vraiment, je n'ai pas du tout une productivité hyper réglée en mode j'essaie, hein, de me dire ouais, je vais essayer de faire, je vais penser à l'avance, je vais les faire à l'avance, mais non, en fait, c'est toujours le jour où je suis en forme ou pas. Et du coup, voilà, j'essaie vraiment de ressentir, et tout ce que je fais comme recette et tout, j'essaie vraiment c'est des choses que je mange, donc c'est vraiment, est-ce que j'ai envie de manger quelque chose ? Mais il y a des fois, ouais, je mange des pâtes au beurre toute la semaine. Du coup, je suis genre, ah ouais, bon, qu'est-ce que tu vas faire ? Sachant que je suis très mono-aliment. Genre, par exemple, quand je vais adorer, par exemple, à un moment, j'ai adoré le bibimbap, je vais manger coréen non-stop. Je vais, pendant une semaine. Ah, j'ai découvert le kimchi, et toute la semaine. Et donc, du coup, parfois, je manque un peu d'inspiration parce que je suis très mono-diète, comme ça, voilà, parce que je suis un peu très vite obsédée par le même plat, et il faut que je m'en dégoûte un peu, même si je ne suis jamais dégoûtée, mais il faut que ça se calme un peu pour que j'ai envie de faire de nouvelles choses, quoi. Et donc souvent, j'essaie tout le temps de me dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais manger ? Est-ce que j'ai envie de boire un truc chaud ? Est-ce que j'ai envie de faire un truc frais ? Est-ce que j'ai envie de faire un truc énergisant qui guérit, réconfort ? Voilà, j'essaie de me poser en fait des questions un peu sur des thèmes qui pourraient, voilà, me booster. Par exemple, j'avais fait une recette de jalapenos
Et c'était... et là, pour le coup, c'est parce que j'étais passée devant Burger King et je me disais, vraiment, ceux-là, vraiment, les gros bastards. Et voilà, et j'étais en mode, c'est vrai que c'était bon, leur truc. Et donc, je me suis dit, voilà. Donc, ça, c'est plus comme ça. Du coup, je suis beaucoup plus inspirée quand, genre, je sors ou quand, voilà, quand je goûte des nouvelles choses, des choses comme ça. Du coup, tout peut t'inspirer. Dès que tu vas voir quelque chose, une situation, dis, mais ce truc-là, ça peut être intéressant de le faire découvrir différemment. Ouais, surtout, je me dis, j'ai envie de le manger. Ouais. C'est comme je le mange, de toute façon, à la fin. En bonne gourmande que tu es. Oui. C'est-à-dire que j'ai déjà discuté avec des créateurs de contenu food et parfois, ils mangent pas parce que ils sont en mode production. Ouais, ils sont pas là pour bouffer. Ouais, et moi, je suis complètement là pour bouffer. Du coup, j'ai vraiment... C'est pour ça, d'ailleurs, je crois que je suis aussi contente sur mes vidéos, c'est parce que je veux vraiment le manger. Je vais m'éclater. Je me dis pas, je vais faire un coulant parce que c'est l'heure de faire un coulant chocolat ou même, je suis vraiment pas à l'heure dans les trucs genre de crêpes et tout. Moi, je fais des crêpes quand c'est pas l'heure d'en faire. Enfin, parce que genre, c'est l'envie du moment. Ouais, parce que pour moi, c'est vraiment important que mon travail de contenu, il est gratuit. Mais il faut que j'expérimente de la joie et du plaisir, quoi. Du coup, pas de contraintes, quoi. C'est ce que je m'impose, quoi. Ok. Et des fois, tu prends un petit peu, comment dire ça, tu vas avoir un plat de base, mais tu vas apporter des choses différentes par rapport à la recette, on va dire, classique. Comment tu fais pour trouver ces biais, on va dire, par rapport à cette recette d'origine? Quand c'est des recettes, en fait, ce qui est assez facile entre guillemets avec la nourriture végane, c'est que ce qu'il faut entre guillemets, c'est surtout faire le trompe-l'œil, quoi, le trompe-goût, le trompe-langue, ou en mode on va surtout essayer de se rapprocher du plus possible. Donc comment est-ce que je fais pour végétaliser un plat? Souvent je me dis, ok, est-ce que genre c'est très salé? En fait, c'est genre des bases. Quand par exemple, il y a des, je sais pas, des queues de cochon dans dans des dombrés, etc. En fait, c'est juste le sel, quoi. Parfois, il y a le côté fumé, très facile à faker, ça aussi. Mais parfois, c'est juste la dose de sel, en fait, qu'il y a dedans, en fait. On s'en rend même pas compte, quoi. Du coup, voilà, c'est des choses, voilà. Est-ce qu'il y a du sel? Est-ce qu'il y a du gras? Voilà, quand par exemple c'est les œufs, waouh, le truc c'est ultra gras, full cholestérol, mauvais cholestérol. Je vous le dis, les gens, les œufs, sorry, mais ce sont des ovules, hein. Du coup, des ovules de poule, non fécondés pour la plupart. Mais pas toujours. On peut tomber sur 2-3 poussins. Ouais, pas cool. Et du coup, voilà, c'est vraiment comprendre ce qu'il y a. Après, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà, quand je fais un gâteau, je me dis juste, voilà, quel goût j'aimerais retrouver. Un truc parfumé à la cardamome. Ou plutôt, je me dis, les textures. Est-ce que je veux jouer avec de la couleur? Est-ce que, voilà, je vais essayer... Voilà, un jour, j'ai pris... du bissap et je me suis tachée et j'ai fait mais ça tache grave, donc c'est trop bien comme colorant naturel, sachant que la plupart des colorants rouges sont à base d'insectes écrasés qui s'appellent des cochenilles. Donc voilà, dans les chewing-gums, dans les bonbons, tout ce qui est rouge, pensez bien à ça. Donc déjà il y a de la gélatine animale pour la plupart du temps, et des cochenilles, donc insectes écrasés, et dans le rouge à lèvres aussi, c'est pour ça qu'on appelle carmin, le rouge à lèvres rouge. Donc maintenant, il y a des colorants synthétiques, mais on ne sait pas pourquoi ils veulent continuer comme au temps de l'Antiquité, alors que bon... voilà, on peut faire autrement. Oui, quand même, enfin, c'est pas très compliqué. Si moi j'y arrive avec du bissap, les gars, je pense que voilà, quoi. Donc voilà, c'est tout le processus, ça vient de... voilà, de qu'est-ce que ça fait dans le plat original, on va dire carné, qu'est-ce que ça va faire, voilà, est-ce que ça va être salé, est-ce que ça va être sucré, est-ce que ça va être onctueux, est-ce que ça va être collant, est-ce que ça va être, voilà, je me pose un peu toutes ces questions, voilà, et puis au fur et à mesure j'ajuste, mais je suis quand même vraiment en mode maman, quoi, spontanéité, je me retrouve devant le truc et voilà, j'essaie de nouvelles choses, quoi. Et quand tu crées des recettes, est-ce que tu essaies aussi de garder un équilibre nutritionnel, pardon? En fait, là-dessus, je me prends pas trop la tête parce que quand déjà tu passes, t'es végane et que tu consommes végane, c'est quand même plutôt équilibré. Je pense à ça, je pense à, par exemple, quel plat,
Voilà, souvent on me demande: «Oui, mais comment est-ce que tu fais pour équilibrer des assiettes véganes? Comment est-ce que tu fais pour, voilà, avoir une alimentation végétalienne et équilibrée où t'as pas de carence et cetera?» Mais en vrai, si vous êtes végane et que vous mangez pas juste des frites ou des pâtes toute la semaine, voilà. Et pas tout beurre? Voilà, ce qui peut arriver, hein, vous allez pas vous casser, hein, c'est regardez, les omnivores ne se cassent pas alors qu'ils mangent, voilà les trucs genre des steaks et des burgers. Je me suis rappelé des burgers que je prenais quand j'étais étudiante, tout fait ignoble, hein, dans le congélateur. Mais quelle horreur, il y a des gens qui mangent ça. Moi avant. Ou genre du Justin Bridou à 2h du matin. Ouais, je faisais ça. Donc voilà, et je me cassais pas. Et alors que bon, là quand même, on va dire que mes petits péchés mignons, voilà, ça va être du riz. Waouh, j'ai mangé trop de riz. Des lentilles, voilà, des légumineuses. Haricots rouges, on n'en parle pas. Hein. Voilà. Parfois, du mil. Même si c'est des sauces, ok, des sauces rouges. En vrai, il n'y a pas grand-chose. Tant que vous avez une alimentation variée, hein, sur le long terme, on n'a pas besoin aujourd'hui de faire des assiettes ultra complètes. Alors là, j'ai un petit peu d'épinards, un peu. Oui, vous pouvez, bien sûr, tant mieux. Mais voilà, si vous en mangez le lendemain, ou dans un smoothie le matin, ou le soir, juste, ce qui est important, c'est de temps en temps avoir du vert, Moi, je fonctionne beaucoup avec la couleur. Okay. Du coup, j'essaie d'avoir toujours du vert, du rouge. Je me prends pas du tout la tête sur cette question de protéines, qui est une fausse question. C'est un vrai mythe, sauf pour des personnes en malnutrition, donc plutôt sous-nutrition, qui est ce qu'on n'est vraiment pas à ce niveau de problématique en hexagone. Du coup, voilà, vraiment agir au niveau des couleurs, parce que en plus les couleurs c'est hyper clé. Il faut savoir qu'en tant qu'être humain, on perçoit un nombre de spectres limité. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, les abeilles, ils voient beaucoup plus de couleurs, ils voient notamment les ultraviolets. Et donc, par exemple, imaginez que voilà, ce mur, il a beaucoup plus de nuances que ce qu'on pourrait imaginer. Et du coup, le fait de faire appel à ses sens et aux couleurs et à ce qui nous plaît, ça, c'est aussi un atout naturel, un instinctif un peu qui nous reste, qu'on pourrait mettre en place. Et moi, par exemple, je sais pas, quand je suis un petit peu fatiguée, je vais par exemple être plus, voilà, ou peut-être pas fatiguée, je dirais, moralement un peu plus down. Je vais être plus attirée par des aliments rouges, quoi. Okay. Et par exemple, tout ce qui va être oignon rouge, betterave, poivron, en fait, il y a beaucoup plus d'antioxydants. Donc tout ça, ça a du sens, mais c'est des choses qui sont pas encore extrêmement bien étudiées. Mais je lis un livre super cool dessus, qui s'appelle « Tresser les herbes sacrées ». Donc c'est un livre, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas lire ce livre depuis. Il est incroyable. Et en fait, c'est une biologiste, naturaliste, qui en fait étudie la flore notamment. Donc ça peut être des nénuphars aux fleurs des champs, enfin voilà quoi, aux arbres, voilà. Et ce qui est super cool, c'est qu'elle explique que, par exemple, quand elle est rentrée, alors elle est des Premières Nations. Okay. Quand elle est arrivée en université, les gens lui disaient, mais en fait, ils disaient, pourquoi vous voulez devenir naturaliste et tout. Elle dit, parce que j'ai toujours voulu comprendre pourquoi est-ce que... alors, je me souviens plus du nom, mais en gros, c'est une fleur jaune et une fleur violette poussaient ensemble parce que ça fait vraiment trop beau, quoi, dans un champ. Ces deux fleurs qui poussent ensemble. Et le gars, il lui dit, non, en fait, vous êtes trompé, vous aurez dû faire une école d'art. En fait, ici, on fait de la science. On étudie la nature et on n'est pas là pour la trouver jolie, quoi. Et j'ai adoré ce passage où, en fait, elle explique, en fait, ce gars, mais il était vraiment trop bête parce qu'en fait, j'ai trouvé la raison, en fait, pour laquelle de pourquoi. Comme ça, ouais. Et en fait, elle expliquait que, en fait, c'est comme ces deux couleurs, nous, on les trouve jolies comme ça, vite fait. Mais par exemple, pour les abeilles, les deux combinaisons des couleurs, ça leur fait en gros comme si en mode c'était waouh, gros spot de bouffe ici, ouais. Et donc, comme bien sûr, les abeilles permettent la pollinisation, prennent dans leur poil le pollen, etc., ça leur permet de survivre. Donc en fait, c'est des êtres vivants qui se sont associés pour survivre et pour combiner leurs forces et leurs couleurs
pour être encore plus attirante et encore plus reproductive. Et vertueux pour la nature en général, quoi. C'est ça. Et nous, on a exactement ce même symptôme d'alimentation instinctive, entre guillemets. Sur les couleurs, ça fonctionne également. Posez-vous la question quand vous vous sentez pas bien, allez dans un rayon fruits et légumes, et parfois vous allez avoir une envie de vert pas possible. Bon, après détox, hein, parce que faut savoir que quand on mange, genre, je sais pas, même trop sucré, même le sucre, on va avoir, voilà, ne faites pas confiance à votre instinct qui vous dit ouais, mangez du sucre. Ça, c'est juste que c'est le petit démon du bidou qui vous parle. Mais c'est-à-dire que voilà, quand vous vous sentez pas bien, quand vous sentez que vous avez un coup de mou, etc., allez dans un petit coin comme ça de fruits et légumes et regardez bien les couleurs, les textures, et vous allez voir que votre corps va vraiment vous parler, quoi. Ok, super intéressant. Tout à fait. Et j'ai une question du coup. Est-ce qu'avant d'être vegan, tu aimais déjà tous les aliments, on va dire, verts, ou tu as appris à les aimer pour certains? Ah ouais, non, moi, c'est pas trop ma came. Et même encore aujourd'hui, je me fais violence. Je pense que... Alors vraiment, je dirais les aliments verts... ici, en Hexagone. C'est vraiment... pour moi, c'est un peu chaud. Hein. Tout ce qui est brocoli et tout. En plus, j'ai été traumatisée par ma nourrice. En mode, ouais, tu vas manger ta purée de brocoli, le truc infâme, mais infâme, avec sa soupe au beurre ignoble bretonne. Mon Dieu, mais quelle horreur. J'étais... Waouh. Donc, je restais comme ça à table jusqu'au bout, jusqu'à la fin, toute seule, en mode, tu ne sortiras pas, mais de toute façon, je ne le mangerai pas. Donc, fin, et pas m'infliger ça. Ouais, c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment compliqué, et je les ai vraiment redécouverts en étant végane. Avant, j'en mangeais pas du tout autant. J'avais aussi des gros problèmes de peau. Du coup, je voyais pas le rapport. Et aussi, les médecins ne voyaient pas le rapport. Sur pas mal de sujets, ils te disent, ouais, je sais pas, le sucre et tout. Justin Bridou, quoi. Le gars, go, quoi. Franchement, réfléchissons ensemble. Et ouais, donc du coup, je me suis un peu reconvertie, en essayant de travailler des recettes, etc. Et ouais, j'ai réussi un petit peu... grâce à, je dirais, à la cuisine afro-américaine qui s'est réapproprié pas mal de choses là-dessus. Ils ont fait pas mal de boulot vegan déjà dessus. Et aussi grâce à la culture asiatique qui, pour le coup, en fait, a une manière de saisir seulement les aliments sans trop les cuire, qui font que c'est digeste et que ça ne libère pas toutes les arômes de ces, par exemple, crucifères qui sont franchement violents. Les choux de Bruxelles, toujours pas. J'ai tenté, j'ai échoué. Franchement, c'était horrible. Enfin, toute ma maison, c'était terrible. J'ai 2 jours à m'en séparer. Voilà. Mais sinon, voilà, j'essaie aussi de privilégier tout ce qui va être les feuilles, les pak choi, qu'on va juste... Ça va être une sorte de chou chinois qu'on va juste saisir avec un petit peu d'huile de sésame dans la poêle, etc. Donc vraiment, ce côté juste un petit peu saisi, ça m'a permis vraiment d'apprécier les légumes et les à branches. Et voilà. Alors, je suis en train de penser à ça, le côté saisi, ça m'a fait penser un petit peu à la cuisine qui est faite au wok. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, le wok et le wokisme, enfin bref, je suis parti un petit peu dans mes délires. Ah, d'accord. Et oui, du coup, parlons un petit peu business, si tu veux bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis que tu vis ton activité? Non, je dirais pas que je vis de mon activité. Après, c'est aussi parce que je suis un peu nulle là-dedans. Aussi parce que j'ai aussi encore des projets à boucler parce que de métier, je suis styliste modéliste. Donc, je finis mes boulots. Et, mais c'est vrai que je compte en vivre. Voilà, là, j'ai créé mon entreprise. Il faut savoir que tout ce qui est administratif, je suis genre hyper... flippée. Du coup, je reçois plein de lettres de l'URSSAF en mode coucou, mais arrête de me dire coucou. On vous connaît maintenant. On vous connaît. Oh mon Dieu, c'est vraiment horrible pour moi. Mais bon, voilà, j'ai passé un cap. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et puis, j'ai développé des e-books. J'aimerais passer à l'écriture d'un livre, plusieurs livres. Donc, un sur la cuisine et un autre sur... le rapport des communautés noires au véganisme. Donc plus, on va dire, sociologique, ce serait plus un essai.
C'est vrai que j'aimerais bien aussi bosser sur Insta, sur mes réseaux sociaux, plus de partenariats, mais en même temps, je suis un peu empêchée par mes convictions. Parce que ça fait beaucoup de filtres à force. C'est-à-dire que faut que ce soit écologique, faut que ce soit vegan, faut que ce soit si, voilà. Clairement, on va pas faire un haul Bershka ou je sais pas quoi, Chine ou je sais pas quoi. Non. Donc ça non plus, ça ne fonctionne pas. Et en plus, dans les marques, je fais très attention à l'appropriation culturelle. Vraiment, ça m'agace vraiment beaucoup. Toutes ces marques écolo, elles sont ok, c'est durable. Éthique et compagnie. Ouais. Voilà, beurre du karité. Vous connaissez, c'est chaud. Voilà, même cette histoire de CBD me fatigue un petit peu. Donc j'ai beaucoup de personnes avec CBD, non. Du coup, voilà. Et donc, c'est un monde que je découvre. Mais on va dire que j'arrive quand même un peu à récompenser un peu mon travail. Notamment grâce au e-book que j'ai sorti. Ça m'a permis aux gens qui me suivaient, ça leur a permis de me soutenir. Parce que depuis le temps qu'ils me disaient, mais comment est-ce qu'on peut te soutenir, etc. C'était cool. Et c'est vrai que je pense que je vais essayer de me développer. Je sais pas si ce sera du total influence, mais multiplier des cours de cuisine. Je suis plus là-dedans, même si je sais que c'est plus difficile à faire. Mais c'est vrai que déjà inciter à la consommation, ça me pose aussi souci. Donc ce serait vraiment pour des marques coup de cœur. Et voilà. Ou aussi coacher des personnes qui ont envie de faire leur transition en fait vers le véganisme potentiellement et qui savent pas comment s'y prendre, quoi acheter, quoi cuisiner. Je sais pas. Non, pas toi. Trop, je suis pas trop comme ça. Moi, c'est plus. Je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien, mais c'est vrai que moi, je suis pas du tout délire nutritionnel pour plein de raisons aussi parce que je trouve vraiment. Peut-être aussi parce que je suis traumatisée un peu des nutritionnistes dans le sens où j'ai déjà discuté avec pas mal d'entre eux et d'entre elles. Et c'est vrai que quand ils sont pas véganes, en tout cas, comment est-ce qu'ils voient la nourriture, donc les animaux, ça me stresse. En mode, pour eux, c'est des sources d'eux. C'est plus des personnes, c'est plus des individus, c'est des sources de. Alors dedans, tant de lipides, tant de machins. Donc du coup, moi, ça me perturbe un peu qu'on voit de la chair, quelqu'un. Parce que moi, j'ai vraiment passé le cap antispéciste, c'est-à-dire que vraiment, je les vois avec leur personnalité, comme on verrait un chat. Faire sa vie, avoir son caractère. Puis là, tant de lipides, je me vois pas faire ça sur des êtres humains, quoi. Du coup, je trouve ça peut être intéressant pour des personnes qui peuvent avoir pas mal de soucis, mais la nutrition en soi, je pense que ça peut être un peu problématique, notamment quand par exemple on est en train de pallier à quelque chose, sauf qu'en fait on a déjà une alimentation ultra inflammatoire. Ça, c'est des choses qui me posaient un peu souci à expliquer. Le fait de dire que par exemple vous avez une carence par exemple en fer, cette fameuse carence que combien d'omnivores ont. Et les omnivores, franchement, ils mangent tout le temps de la viande et pourtant ils sont à ça de s'évanouir et ils ont des carences en fer, pas possible, quoi. Mais par contre, nous, on n'arrête pas de nous demander et les carences, quoi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'alimentation, je trouve que c'est quelque chose qui est encore peu expliqué, c'est que quand le corps est déjà inflammé, en fait, c'est un peu comme toutes ces allergies multiples, etc. Il ne sait même pas quoi prendre. Du coup, même si on va faire en sorte de manger encore plus de viande, voilà, sauf que la viande est inflammatoire. Du coup, on va manger encore plus de ça, sauf qu'en fait, le corps, on va dire faites attention, ne buvez pas de thé en même temps. Mais là, tu fais en sorte que ton corps, déjà, il ne sache même pas quoi absorber. C'est ça aussi, les carences en fer, c'est que c'est compliqué pour notre corps de l'absorber. Du coup, si on pacifie cette machine qui est notre corps, si on la pacifie et on la basifie avec une alimentation alcaline par exemple, ou basifiante, moins acidifiante, automatiquement déjà là on voit des changements au niveau de l'absorption incroyables, quoi. Donc du coup là-dessus c'est des trucs, parfois je suis un peu dubitatif parce que je me dis même la base les gars. Moi, je te rejoins. Okay. Je te rejoins à 400%. Et je pense que c'est aussi un manque de communication et d'information qu'il y a vis-à-vis de tout ça. Et pour moi, le plus gros lobbying, c'est le lait.
Ces produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voilà. Enfin, mais non. vous connaissez, moi je connais pas en plus ce slogan, donc mais vous non. me faites peur. Mais C'est non. vrai Ouais, je vous jure. Mais non. Tu connais pas la vache qui appuie sur Attends. ses tétés et qui est en mode tiens, t'en veux. Mais oui. Non. Bon. Avec des petits os. Ah, mais bien Flipper, sûr. ceux-là. Et ça fait flipper. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, dans des légumes et autres, verts, d'autant plus dans les légumes verts, Ouais. beaucoup plus de calcium que dans le lait. Ouais. Et de fer. Et de fer. C'est incroyable. Et en fait, c'est un manque d'information. Les gens ne sont pas informés, on communique pas assez ou on communique mal via ces lobbying, justement, ou le lait et tout, et j'en passe. Et je pense que, encore une fois, il ne faut pas... il faut plus accompagner via, par exemple, ta cuisine et autres, ce public au côté vegan, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, que de voir un nutritionniste qui, lui, sera pour la viande et tout, il faut prendre des trucs, des protéines, et patati et patata. Oui, et je pense qu'il y a tellement de... Je pense qu'ils doivent toujours jongler avec entre ce qu'ils ont appris et les nouveautés. Et ça doit être un peu comme parfois se tirer une balle dans le pied. Ça doit être un peu chaud. Du coup, moi, je n'ai pas du tout cette place. Tout à fait. Et parce que je pense que bien sûr qu'il y a une base, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours une contradiction, un peu comme les naturopathes. Alors vraiment, la naturopathie, quand moi je m'étais intéressée à ça, notamment par rapport à mon asthme, que à la base je faisais des hôpitaux d'1 mois tous les ans. Intubation et tout, truc super sympa. Je suis passée végane, bon bah ciao quoi, plus d'hôpitaux. Simple, efficace. C'est vraiment pas pour faire une vraie propagande, c'est vraiment le cas. Et quand je vois par exemple, je vais voir un naturopathe. Ah bah oui, pour les poumons, c'est vraiment bien, notamment le foie de veau. Genre, what the fuck. Ah oui. Ouais. Oui, et en plus, c'est vraiment le cas. Foie de veau. Et je suis genre, mais je comprends pas parce que... Et en plus, le gars était assez perché. C'est pour ça que je suis allée le voir. En mode énergie. Donc, je suis genre, ok, on parle un peu d'énergie, là. Ok, d'accord. Et le gars, il me sort, foie de veau. Ok, foie de bébé pour que j'aille mieux. Next. Ok, moyen. Ouais. Et puis, tout ce truc de, vous faut de la nourriture vivante, la. Mais bon, tu conseilles... animal mort, vivante jusqu'à quel point dans ton esprit. Voilà, donc c'est des trucs comme parfois j'ai l'impression que c'est difficile pour eux de jongler avec leurs idées, ceux avec quoi ils ont été formés où ils vivent dans la société tout simplement, et les nouvelles études qui prouvent que par exemple, je crois que c'est en Californie, les hôpitaux, tous les repas sont végétaliens parce que ça te permet de mieux récupérer. De mieux récupérer. Les sportifs qui se blessent, ils récupèrent avec un régime végétalien parce que la cicatrisation est accrue, etc. Et puis, donc quand on se dit ça, on se dit mais pourquoi conseiller autre chose, quoi ? Je comprends pas en fait. Même si je comprends que tout le monde va peut-être pas switcher aussi radicalement. Mais en tant que médecin, c'est comme si tu disais, fais une clope par jour. Ou genre, parce que t'en avais 4. Mais bon, franchement, une clope par jour, ça va. Trop bizarre. Je trouve que ça me perturbe un peu, quoi. Et je sais qu'en proposant des formations comme ça de coaching, je sais pas ce qui me passionne le plus. Parce que je pense que c'est pas surfait, mais je pense qu'en fait, on peut vachement se dépatouiller plus simplement, quoi. Il faut juste tranquille. En tout cas, moi, c'est ma méthode. Et je pense que, et je pense que les gens, justement, vont être un peu à la recherche de ce truc un peu... Oui, mais si je diminue d'abord, et moi... Voilà, vous voyez, moi, je rigole, je suis sympa, je fais des danses, mais... ma patience a des limites. Les gars, on rigole pas tout le temps, les gars, attention. Je pense qu'on peut faire une étude sur la conduite du changement côté vegan. Ouais. Je pense qu'il y a ça peut être sympa. Il y a un projet là. Ok. Ce qui m'a marqué le plus quand j'ai découvert en fait ton feed sur Instagram, c'est la qualité des visuels. Le truc, il est léché, les gars. Je vous jure, allez voir ça. Comment tu fais ? Alors, j'ai marqué food photographeur. Ouais. Du coup, comment t'es venu ? Si t'as fait une formation, ça vient d'où ce côté justement pour le beau setup et tout et des belles photos ? Comme je t'ai dit, je suis styliste, modéliste de base, ce qui fait que en dehors de faire des vêtements, les créer, les mettre en valeur, etc. J'ai eu plein de casquettes, comme pas mal de personnes dans ces milieux-là, donc de graphisme.
mais aussi de photographie. Enfin, aussi, j'en ai bouffé de la photographie. Pas forcément de la food photographie, mais vraiment, rien que les tissus, les couleurs, pour moi, ça a toujours été un peu ma base pour m'orienter vers telle ou telle chose. C'est la couleur, qu'est-ce que ça va donner. Quand je crée un plat, je pense à la couleur, quoi. Ok. C'est un peu comme une peinture, quoi. Voilà, je me dis, j'attache aussi beaucoup d'importance à ma vaisselle. Du coup, je me dis, ça va être dans quoi? Ok, voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment très, très visuel. Ouais. Et j'ai l'impression que, comme je t'ai dit, les couleurs marchent avec les goûts. Donc, en fonction de ce que tu couples au niveau des couleurs, ça va, c'est jamais trop raté, je trouve. Et parfois, ça donne des trucs intéressants. Et quand on les décale avec d'autres choses, avec d'autres couleurs et donc d'autres goûts, ça peut être intéressant, mais voilà, je pense vraiment tout de suite à la couleur. Et j'ai fait mes études, 4 ans de sismodélisme bachelor. Et du coup, pour moi, c'était horrible, la mode. Le milieu, quoi, franchement, ultra toxique. Oh là là, les gens vont mal. Les gens vont mal, vraiment. Le diable s'habille en Prada, ce n'est pas une blague. Hein. Les gens vont vraiment mal, quoi. Oh là 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 là. Ils vont manger chez Cogent, mais c'est tout. C'est tout, franchement, toxique de ouf, raciste à mort. Oh waouh, atroce. Tu as fui cet univers. Voilà, j'ai fui. Et puis, en fait, j'ai vu que pour réussir dans cet univers, il fallait vraiment, mais tellement se battre à contre-courant, ça m'intéressait pas, quoi. Du coup, je me suis mis à mon compte et j'avais envie de travailler pour des gens qui m'intéressaient, que je respectais. Et voilà, et pas des personnes là où tu vois le truc Bangladesh, tu reçois bof. Madagascar, voilà. Et j'en passe. Ouais, bof, franchement, quand tu dis c'est ça sur quoi tu bosses, alors oui, le beau, mais à quel prix? Voilà, moyen, quoi. Donc déjà, ça me trottait un peu dans la tête, mise en les valeurs et tout. Mais du coup, j'ai toujours été une folle de mode, une folle du beau, des arts, etc. Du coup, j'avais pas forcément un appareil photo, mais je regardais tout le temps plein de choses. Et du coup, j'ai commencé, mais franchement, vous remontez mon feed. Remontez-le. Hein. C'est pour ça que je les laisse. Hein. On voit la progression. Voilà, on voit la progression parce qu'au début, franchement, cata, quoi. Bon, il y a pire, mais franchement, cata. Et c'est à force, en fait, de regarder du contenu de photos, aussi d'analyser les miennes. Pourquoi est-ce que sur ça, je trouve que ça fait rempli et les autres... non, ça fait full, ça dégage une atmosphère. Et en fait, créer une scène, c'est venu au fur et à mesure. Mais bien sûr que j'avais un peu mes bases de stylisme où j'avais déjà dû mettre en sac. Et tout. Ouais, ou par exemple, style spot photo, on va prendre des sacs par exemple et on va créer toute une scène autour avec la main levée comme ça, tac tac, la lumière, les contrastes, etc. Quoi. Ok. Alors, justement, est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent, aussi bien pour la partie purement visuelle ou même pour créer tes recettes, gens que tu suis, qui t'inspirent? Alors moi, j'adore The Korean Vegan, qui est une femme qui fait donc des recettes coréennes. Et j'adore parce qu'elle parle beaucoup en même temps. Et elle raconte un peu sa vie et parfois elle raconte des histoires de sa famille ou des choses comme ça. Ou en mode, oui, parfois je mange pas très sain, mais voilà, c'est un peu le sandwich de c'est un sandwich coréen qui reviendrait un peu à notre pain omelette chelou de la plage. Je suis genre dubitative, mais bon, voilà. C'est un peu, elle dit, ok, c'est pas très sain, Et donc, elle raconte un peu sa vie, ou parfois elle parle de son mariage. Et je trouve que, c'est très touchant, parce que pour moi, la cuisine, c'est très émotionnel. Et donc, pour moi, on a des valeurs très similaires. Donc, elle me touche beaucoup. Et puis, elle a des très beaux visuels, dans le sens, elle a un univers, entre guillemets, proche du mien. Au niveau des couleurs, c'est très sombre, très contrasté. Très... je dirais clair-obscur, ce que j'appelle art chrétien. J'adore ça, l'art chrétien. On verrait, moi, j'écoute du gospel, je ne suis pas chrétienne. Et j'adore l'art chrétien, mais vraiment, Caravage et tout, je vais me taper des délires dans les musées d'Orsay. Et voilà, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu cool, un peu moderne, je trouve, dedans. Donc voilà, des images très contrastées. Donc moi, ça me guide beaucoup. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans mon esthétisme. J'essaie de rester un peu cohérente. Je regarde... Je fais en sorte de suivre des comptes qui me ressemblent. Donc bien sûr vegan, mais aussi dans un esthétisme, pas trop girly, pas trop...
Fake. Voilà, ou très, pâtisserie, oui, c'est trop mignon. Ouais. Voilà, je suis très peu de compte de pâtisserie, par exemple. J'avoue que je suis plus salée, team Ouais, ça, salée. t'es plus salé que sucré, ouais. Ouais, genre, je propose quand même un peu de pâtisserie, mais c'est vrai que ça reste sur des basiques, quoi. Tu vois, les Mont Blanc, des choses comme ça, parce que je sais que Mont Blanc basique, pas mal quand même. Hein. pour moi, le Mont Blanc, c'était aussi, voilà, je Basique. dirais que c'est juste après mon Rire Éco Rouge. Ouais. C'est le truc, je me suis dit, je peux pas vivre sans, donc il faut que je le végétalise. Et que voilà, comme ça, j'apporte ça aux anniversaires, je suis rodée, quoi. Et terminé. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'arrive à me placer en me mettant dans un mood et en ayant des gens qui me ressemblent au niveau de l'esthétisme. Mais voilà, ce côté un peu contrasté, la lumière qui vient frapper les aliments sur le côté, ce côté, pas trop, plutôt brut, quoi. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui est plutôt marquante, drôle ou surprenante que tu as vécue depuis que tu es mangeuse d'herbe, pour le coup? Ah ouais. Alors attends. Là maintenant, vu qu'on est en... Faut que je cherche. Ça me vient pas tout de suite là comme ça. Peut-être des commentaires sur les réseaux sociaux ou au courant d'intervention chez des clients, je sais pas. Tu as pu vivre des histoires. Je sais pas, parce que je crois que ça arrive tellement... Enfin, c'est tellement genre devenu la base. Ok. Je dirais... Peut-être... je dirais en règle générale, quand genre, je balance des infos un petit peu choc Ok. ou un peu qu'on n'aurait pas idée, la réaction des gens, en fait, elle est toujours hyper marrante, quoi, parce qu'en fait, c'est un peu comme quand je parle de l'antiracisme, les gens, en fait, ils réagissent comme si genre, j'étais à côté d'eux et que j'en recevais pas 10 000, quoi. Ouais. En mode, voilà, non, mais eux, vraiment, c'était vraiment des bâtards. Et genre, j'en reçois, mais genre, limite, et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et ce qui me fait plaisir, c'est que par rapport à la cause animale, c'est vegan ou pas vegan, c'est toujours les mêmes réactions. Et les gens sont toujours, genre, hyper estomaqués. Et pour moi, ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est important que les gens passent le pas et comprennent que c'est en dehors de juste leur corps. Hein. On parle d'un corps, de la vie d'un autre être vivant. Mais pour moi, c'est vraiment l'espoir, quoi. C'est ça qui me donne vraiment beaucoup de force sur Insta, c'est le fait de voir que les gens, de toute manière, ils ont encore cette émotion. S'il n'y a plus d'émotion, pour moi, c'est que c'est mort, quoi. Moi, par exemple, discuter avec des gens comme j'ai pu avoir sur mes réseaux, en mode bah ouais, mais moi je m'en fous. Voilà, moi un animal qui souffre, que je m'en fous. Ouais, non, j'en ai rien à faire, il meurt. Ça, aucun intérêt. J'ai déjà eu un débat comme ça où je me suis dit, ok, c'est l'heure de quitter la conversation, ton temps est précieux. Va-t'en. Mais le fait qu'il y ait de l'émotion, bah, c'est le départ de tout, quoi. C'est le départ de tout, même s'il y a encore un tout petit peu d'empathie, bah, l'intérêt c'est de la faire grandir. Et donc c'est un peu ces expressions parfois un peu trop virulentes. Mais moi je le prends 6e degré, du coup c'est pas grave, mais ça me fait plaisir que les gens ils arrivent à réagir, du coup ça les fait se questionner, ils me le montrent. Et donc je me dis ok, c'est-à-dire qu'il y a De l'espoir. taf, ouais. Ouais, c'est qu'en fait, de toute façon, t'as touché la personne dans un sens ou dans l'autre, pour le coup, et elle se dit, bah, ok, il y a un truc, faut que je réagisse. Ouais, je trouve que c'est... Bien sûr que voilà, quand on voit le truc là qui s'est passé avec le chat, le mec... Kurt Zuma. Oui, voilà, qui tape son chat, tout ça. Moi, je t'avoue, quand je vois ça, je suis un petit peu... Ouais, bon, d'accord, ok. Le monde est choqué pour ça. Mais voilà ce qu'il y a dans leur assiette, quoi. Ouais, franchement, voilà. Si ça vous choque, si ça vous choque, les gars... allez sur L214, il y a 2-3 petites vidéos qui mériteraient d'être regardées. Alors c'est super cool que les gens fassent en sorte de préserver cet animal et tout, mais on sait très bien que animaux domestiques et voilà, c'est pas la même chose, mais bon, dans la tête des gens. Mais mine de rien, voilà, moi c'est un peu mon côté cynique, je me dis ah bah d'accord, voilà, mais aussi ça me fait vachement plaisir de me dire ça veut dire que donc il y a un levier quelque part. Si les gens sont
prêt à mettre de côté des gens qu'ils idéalisent, qui sont parfois un peu intouchables parce que c'est la fame, parce que c'est voilà, etc. Bah, je me dis voilà, c'est qu'il y a plein de choses à changer dans leur esprit. Il y a des leviers. Et moi, tant qu'il y a des leviers, ça me fait plaisir, quoi. Super. Comment tu vois Mangeuse d'herbe dans 5 ans? Elle est où? Est-ce qu'elle a... On a parlé tout à l'heure de différents projets. Est-ce qu'elle a un restaurant? Est-ce qu'elle... Jamais. Est-ce qu'elle fait le traiteur? Qu'est-ce qu'elle fait dans 5 ans? Jamais de resto. J'aurai jamais de resto, franchement. Ah là là, si un jour j'ai un resto, je reviens, je me dis, je sais pas ce qui s'est passé. Les gars, je reste. Ah non, franchement, en fait, je me suis vraiment rendu compte que aussi j'appréciais la vie, le slow living. Hein. Et moi, un resto, c'est tellement un sacrifice. Et en fait, j'ai tellement vécu des métiers multiples parce qu'avant d'être styliste, j'étais interprète langue des signes en maternelle. Du coup, toujours dans ce sacrifice pas possible là. Même si j'ai énormément apprécié et c'était vraiment beaucoup plus intéressant de travailler dans le social que la mode. Mais c'est vrai que j'ai tellement couru tout le temps partout, chargée comme pas possible, que j'apprécie ma vie avec juste mon petit sac et un portable, voilà, un ordinateur peut-être, un appareil photo, voilà, de temps en temps, mais voilà, et avoir un peu ce côté la vie un peu douce, quoi. Hein, tu vis l'instant présent. Voilà, j'aime vraiment ça. Et c'est vrai qu'un resto, voilà, j'adore nourrir les gens. Quand j'aime bien faire des événements ponctuels, donc j'en fais souvent avec une copine à moi qui s'appelle Violette. Salut Violette. Voilà, Violette Tannenbaum, qui est une super créatrice guadeloupéenne, de robes de mariée, mais aussi de prêt-à-porter. Elle fait des trucs genre juste incroyables. Et du coup, on fait des événements souvent ensemble. Et là, ça me fait plaisir de ravir un peu les papilles. Ça me permet aussi de prouver aux gens qu'on peut manger autrement, d'aller jusque dans leur bouche. Et là, hop, on peut entamer un petit débat intérieur. Un petit déclic, un petit truc. Voilà, c'est ça, un petit déclic sympathique, sans gâcher la soirée aux gens, bien sûr. Et c'est vrai que gâcher le mariage, quand même. J'ai fait un mariage Burkina Faso, vegan, trop bien. C'était trop drôle. La maman, elle est venue, elle m'a dit « Merci d'avoir fait un peu de viande, parce que ma fille, là, elle a dit « Ouais, on va faire un truc vegan. Merci, franchement, d'avoir mis des brochettes et tout. » C'était toujours pas de la viande, madame. Elle était en mode « Mais non !» Mais non. T'es en mode, c'était réussi. Moi, j'ai cru que c'était de la viande. C'était pas de l'agneau. Non, c'était vraiment. Elle a fait. Oh. Et plusieurs personnes venaient me voir en mode, ça, c'est cachère. Non, c'est oui, bien sûr, mais parce qu'il n'y a pas d'animaux, quoi. C'est quoi, du coup, les brochettes? C'était à quoi? C'est des brochettes de jacquier. Ok. Donc, ça, purée, qu'est-ce que. Je suis dégoûtée de ne pas être en Guadeloupe. Voilà, pour ça. Mais ouais, des brochettes de jacquier fait en fait dans une sauce tamari avec du paprika. Fermez les yeux. Du paprika, un peu de tandoori, bien sûr, des épices. Tout ça dans la poêle, donc ça devient très mou parce qu'il y a beaucoup d'eau qui va sortir. Et puis ensuite, passer au four pour vraiment le côté un peu plus durci, de l'émincer, quoi, un peu. Donc le four, ça permet un peu d'assécher ce côté un peu trop gorgé d'eau du jacquier. Et donc voilà, ça c'était les brochettes. Et dessus, une sauce yassa que j'avais tout mixé, mais pour faire une jolie présentation en mode mariage, quoi. Et ouais, ça a été dégommé. Je faisais le service avec une copine, on était là en mode... Comme de l'agneau. C'est ça, oh mon Dieu, voilà. Et donc, du coup, laissons les agneaux tranquilles, puisque le jacquier, en plus, surtout aux Antilles, t'as ça, le truc est énorme. Du coup, voilà, c'est vraiment... ça, c'était vraiment sympa, quoi. Canon. Ouais. Soigny, une petite question? Non. En fait, je suis émerveillée d'avoir Charlotte avec nous. Donc, du coup, je l'écoute. Je suis là, je suis admirative. Je vous écoute. Voilà. C'est gentil, merci. On arrive quasiment à plus d'1 heure en fait de podcast déjà. Mais non, c'est pas possible. J'avais une question. Ouais. Oui. Mangeuse d'herbe. Pourquoi mangeuse d'herbe? On n'a pas abordé... question. Oui, c'est vrai, si tu m'as posé tout à l'heure, j'ai oublié d'y répondre. Et
Ouais, mangeuse d'herbe, parce que très souvent on dit aux véganes, tu manges quoi? De l'herbe, des cailloux, tu manges quoi? Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre les devants, comme ça, je fais la blague avant eux. Voilà, c'est moi, je fais la blague. Voilà. Okay. Et voilà, c'était juste pour prendre les devants. Puis c'est marrant, les gens, ça les détend par rapport au sujet, tout de suite. Voilà, quoi. C'était la petite blague que j'assume pleinement. Et puis j'aime bien aussi ce décalage, ça s'appelle mangeuse d'herbe, et puis on voit pas trop l'herbe sur mon compte. Ouais. Du coup, on est là un peu en mode... Qu'est-ce qu'elle mange réellement, en fait? Oui, ça c'est de la plante, le truc qui a la couleur de l'agneau, c'est de la plante. Ok. Voilà, du végétal. Canon. Est-ce que tu peux nous redonner j'ai oublié le nom, enfin le nom de ton compte Instagram, de ton site, pour que tous ceux qui nous écoutent, du coup, puissent aller après, cliquer et follow. Alors c'est mangeuse d'herbe avec un tiret entre mangeuse et d'herbe. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est un mot à part entière, d'herbe, D-H-E-R-B-E. Et le site internet, vous pouvez trouver mon site internet, c'est mangeusederbe.net. Et j'ai aussi une chaîne YouTube. Ah, là on va s'amuser. Voilà, où là vous avez quelques recettes beaucoup plus longues, mais en mode temps réel. Je me suis inspirée de la chaîne Peaceful Cooking, je crois. Et c'est une chaîne coréenne qui est... vegan, mais qui fait des recettes très lentes, très esthétiques, avec vraiment cette nourriture magnifiée, quoi. Canon. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé un très, très, très bon moment. Un magnifique moment. En fait, Charlotte, tu es une artiste. Tu es une artiste, oui, je pense. Enfin, bien sûr, une artiste. Bien sûr, complètement. Ouais. Merci beaucoup. De rien. N'hésitez pas en tout cas à aller follow, à aller partager, à aller tester des recettes, à lui faire des retours sur son compte Instagram. Ouais. Moi, je pense que là, il est 20h20. Aujourd'hui, on est à Paris ce soir. J'ai faim. On a parlé de bouffe pendant 1h30. J'ai la dalle comme pas possible. C'est clair. En tout cas, allez manger vegan. Allez manger vegan. Et à très vite. Et puis, comme d'hab, partagez le podcast et faites-nous kiffer. Merci pour tout le monde. Merci à vous. À bientôt. Ciao, Merci. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour que l'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello, HELLO, @idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.